Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Glenn Deason et aujourd'hui, nous sommes rejoints par le juge Andrew Napolitano, ancien juge de la Cour supérieure, qui anime désormais l'émission politique extrêmement populaire Judging Freedom. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Professeur Deason, merci de m'avoir invité et merci d'être un habitué de l'émission. J'attends toujours nos conversations avec impatience, même s'il est inhabituel que ce soit vous qui me posiez des questions. Et non l'inverse, je l'accueille volontiers. Je voudrais commencer par avoir votre point de vue sur le fait que les Américains ont tendance à toujours voter pour la paix, mais qu'ils obtiennent rarement ce qu'ils souhaitent. Par exemple, lorsque Clinton s'est présenté à la présidence, il a critiqué l'idée de maintenir la posture militaire de la guerre froide des États-Unis. Quand Bush a été élu, il a fait campagne sur le slogan « Plus de reconstruction de nation ». Obama a promis le même changement. Trump devait mettre fin aux guerres sans fin. C'est quelque chose dont je sais qu'en Russie, le président Poutine a déjà parlé, qu'ils arrivent tous avec de bonnes intentions, sincères, mais qu'ils finissent d'une manière ou d'une autre par se tourner vers le statu quo, ou la tyrannie du statu quo, comme Milton Friedman l'aurait peut-être appelé. Un ami à moi, Tom Woods, que vous connaissez peut-être, un chercheur indépendant qui anime également un podcast populaire, dit qu'il semble que peu importe pour qui vous votez à la présidentielle, vous vous retrouvez avec John McCain. Le défunt sénateur McCain, bien sûr, était le va-t-en-guerre le plus notoire de l'ère moderne, peut-être à cause de son propre passé militaire. Vous savez, je ne sais pas exactement pourquoi. Je peux supposer que l'État profond, la communauté du renseignement, les partis du gouvernement qui ne changent jamais, la communauté du renseignement, les banquiers, l'armée, je ne dirais pas qu'ils menacent, mais ils exercent probablement des pressions sur les présidents américains, sans doute en les effrayant pour qu'ils se conforment aux souhaits de l'État profond et du complexe militaro-industriel, parce que cela se répète encore et encore. Nous avons le parti unique, une expression péjorative pour décrire les domaines où républicains et démocrates sont d'accord, et la guerre en fait partie. Nous menons des guerres sans fin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne connais même pas le nombre exact, mais il est rare qu'il y ait une période sans qu'une guerre ne soit en cours depuis 1945. C'est donc un problème que personne n'a réussi à résoudre. Il faudrait un libertarien véritablement pacifiste, comme Ron Paul, qui est désormais trop âgé pour se présenter, ou Thomas Massie, son successeur idéologique à la Chambre. Il faudrait, je pense, une personne de ce genre pour résister aux sollicitations, aux pressions et peut-être aux menaces, même si je n'en ai pas personnellement connaissance, qui émanent de l'État profond envers les présidents américains. Il se passe la même chose en Amérique avec la surveillance. Ces lois qui permettent aux fédéraux d'enregistrer chaque frappe sur chaque appareil mobile et chaque ordinateur portable du pays comportent toute une clause d'expiration. Donc, chaque année ou tous les 5 ans, ces lois sont sur le point d'expirer. Et des gens se lèvent à la Chambre des représentants et au Sénat en disant « Je ne voterai pas pour cela. C'est contraire à la Constitution. Ce n'est pas pour cela que l'Amérique existe. » Puis ils reçoivent la visite de membres de la communauté du renseignement qui leur font prêter serment de confidentialité avant la rencontre. C'est un mauvais début de visite. Quelqu'un va entrer dans votre bureau et dire « Vous ne pouvez parler à personne de ce que je vais vous dire. » Moi, je dirais « Quittez le bureau. » Néanmoins, ils leur font prêter serment de confidentialité, puis ils ressortent du bureau et ont changé d'avis, et nous ne savons pas ce qu'on leur a dit ou montré. J'ai eu une conversation similaire avec le président Trump à la fin de son premier mandat. He had called me to ask my opinion
Il m'avait appelé pour me demander mon avis sur certaines grâces et commutations qu'il s'apprêtait à accorder, parce que je connaissais certaines de ces personnes. Et je lui ai demandé comment il allait. C'était à l'époque, une semaine avant l'investiture de Biden. Trump disait encore à tout le monde qu'il avait vraiment gagné l'élection de 2020. Il a dit « Je ne vais pas très bien. J'ai gagné l'élection, et tu le sais. » Et je ne voulais pas entrer dans une dispute avec lui. J'ai dit « Il te reste 2 jours de présidence, et il y a 2 ou 3 choses que tu avais promis de faire et que tu n'as pas faites. » Quoi? Quoi? Eh bien, l'une d'elles est de publier les dossiers JFK. Une autre est de gracier Julian Assange, qui était alors encore en danger, et Edward Snowden. Je pensais l'avoir convaincu de gracier Snowden et Assange. Ce n'est pas le sujet de mon histoire. Mais j'ai dit, et les dossiers JFK? Et il m'a répondu, juge, si on vous montrait ce qu'on m'a montré, vous ne publieriez pas ces dossiers non plus. Et j'ai demandé, mais qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils vous ont montré? Et il a dit un jour, puis il a haussé la voix, quand on parlera et qu'il n'y aura pas 15 personnes à écouter l'appel, je vous le dirai. Eh bien, il ne l'a jamais fait. Donc apparemment, selon lui, ou du moins il voulait que je le pense, quelqu'un dans l'armée lui a montré quelque chose d'une telle horreur que cela l'a fait changer d'avis. Que ce soit une menace directe, une menace voilée, ou simplement une photo du cerveau de JFK éclaté, je n'en sais rien. Donc, les menaces, la coercition, la peur, les promesses, tout cela règne au sein du gouvernement américain. Vous avez toujours été très préoccupé par les excès constitutionnels comme source de problèmes pour les États-Unis à l'étranger également. Mais concernant Trump et les agences de renseignement, dans quelle mesure pensez-vous que le manque de contrôle sur ce que font ces agences devient un problème croissant? Car cela a vraiment éclaté dans les médias avec le scandale du Russia Gate, où les agences de renseignement semblaient s'en prendre à Trump de manière très marquée. Je ne sais pas s'il a partagé avec vous certains de ses points de vue à ce sujet. Il m'a fait part de ses points de vue, et ce n'est rien de différent de ce que vous l'avez entendu dire publiquement. Vous savez, la communauté du renseignement est radicalement hors de contrôle. Lorsque George W. Bush a découvert que la NSA, c'est l'appareil d'espionnage intérieur des États-Unis, qui emploie 60 000 personnes, soit 10 fois plus que le nombre d'agents du FBI. Lorsqu'il a appris que la NSA dépendait du département de la Défense, il a dit au chef de la NSA, « Tu n'as pas à t'inquiéter de la Constitution parce que je suis ton patron. Et en tant que commandant en chef, je n'ai pas à m'inquiéter de la Constitution. » Ces 2 affirmations étaient erronées au regard des décisions fondamentales de la Cour suprême et du droit constitutionnel. Mais cela montre une attitude de la part des personnes au gouvernement qui pensent ne pas avoir à respecter la Constitution. Le Patriot Act, qui est une législation épouvantable, permet aux agents fédéraux de contourner le 4e amendement. Selon le 4e amendement, seul un juge peut délivrer un mandat de perquisition sur la base de motifs raisonnables de soupçonner un crime. Le Patriot Act permet à un agent du FBI d'autoriser un autre agent du FBI à rédiger son propre mandat de perquisition. Ils n'appellent pas cela un mandat de perquisition. Ils appellent cela des lettres de sécurité nationale. Mais cela a le même effet. Cela existe depuis 2001. Cela fait 23 ans. Toute une génération d'espions et d'agents fédéraux a grandi en apprenant. Ne vous souciez pas de la Constitution. Faites simplement ce qu'il faut. Nous traiterons les questions constitutionnelles plus tard. Aujourd'hui, nous avons donc de la surveillance généralisée et nous contournons les principes constitutionnels. Je veux dire, si vous pensez que je suis un braqueur de banque et que vous voulez savoir ce que je fais avec l'argent
et que vous souhaitez consulter mon compte bancaire, pourquoi vous embêter à aller voir un juge et à démontrer un motif raisonnable, ce qui prend des heures, voire des jours, alors qu'il vous suffit de pirater mon compte bancaire pour voir ce qu'il contient? Peu importe que le piratage informatique soit un crime pour lequel le FBI poursuit des gens, eux-mêmes le font tout le temps parce que c'est plus simple, plus rapide et moins cher que de respecter la Constitution. Donc la Constitution existe encore formellement. Nous avons toujours 3 branches du gouvernement. Nous avons toujours un pouvoir judiciaire indépendant à vie. Nous avons toujours une présidence. Nous avons toujours un congrès avec 2 chambres. Mais, dans les faits, elle n'existe plus vraiment parce que très peu de gens la respectent. Eh bien, c'est très préoccupant ça doit l'être aussi pour les Américains, que les agences de renseignement aient pris une vie propre, n'étant plus seulement un instrument, mais ayant presque leur propre politique, ce qui correspond assez bien à la définition d'un État profond. Mais faites-vous un lien entre cela et les engagements militaires actuels des États-Unis, comme la guerre en Ukraine? Il semble, enfin du moins, il est dit, selon le New York Times, que le lendemain du coup d'État qui a renversé Yanukovych en 2014, la première chose que le nouveau chef du renseignement ukrainien a faite a été d'entrer et d'appeler le MI6 et la CIA. Et les États-Unis ont commencé à recréer les agences de renseignement à partir de zéro, parce qu'elles avaient été un peu trop proches des Russes. En effet, ils considéraient les Russes comme leurs partenaires les plus proches jusqu'à quelques jours auparavant. Alors, comment voyez-vous cette implication des agences de renseignement dans la façon dont le conflit se façonne? Eh bien, vous savez, il y a vraiment 2 CIA aux États-Unis. Il y a les espions qui recueillent des informations, ce dont le gouvernement fédéral américain a effectivement besoin pour savoir quel danger existe. Mais c'est la branche opérationnelle de la CIA qui est horrible et dangereuse. Ce sont ces personnes qui ont perpétré le coup d'État en 2014 et qui continuent d'agir ainsi à travers le monde. Lorsque Barack Obama a bombardé la Libye, a chassé le colonel Kadhafi du pouvoir et qu'il a finalement été massacré sur une place publique, Madame Clinton s'est vantée. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. Le président Obama n'a pas utilisé l'armée, il a utilisé la CIA. Maintenant, ils ressemblent à des militaires. Ils ont des armes et du matériel comme l'armée. Ils avaient des avions à réaction équipés de missiles, mais ce ne sont pas des militaires, car la loi américaine sur l'utilisation de l'armée exige le consentement du Congrès. Mais la CIA travaille directement pour le président. Ainsi, le président dispose désormais de sa propre armée secrète privée qu'il peut utiliser pour tuer des gens comme il l'entend. Jamais autorisé par une loi, simplement transformé en branche opérationnelle de la CIA. Et aucun président, pas même l'actuel qui a été victime de cela, les espions ne lui ont pas fait de mal. Ce sont les agents opérationnels qui l'ont fait. Aucun président n'y a mis fin. Donc, je ne vois pas la situation s'améliorer. Je vois le gouvernement grossir et la liberté diminuer. Désormais, il se peut que le gouvernement des États-Unis meure de sa belle mort parce qu'il ne pourra plus payer ses dettes. La dette s'élève à 37 000 milliards de dollars. Elle atteindra 40 000 milliards lorsque Trump quittera ses fonctions. Vous pouvez faire le calcul. Le service de la dette sur 40 000 milliards par an dépasse 1 billion. Aucune société ne pourrait survivre très longtemps avec un tel service de la dette. Si Trump répudie la dette, cela pourrait être une très bonne chose. Mais beaucoup de personnes, de gouvernements et d'institutions seront lésées, et plus personne ne prêtera jamais d'argent au gouvernement américain. Il sera alors contraint de vivre selon ses moyens ou de taxer les gens à outrance, ce qui mènera à une révolution. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela s'arrêtera. Je ne sais pas si cela s'arrêtera de mon vivant, mais il est probable que ce sera le cas du vôtre.
C'est une préoccupation pour moi, car il semble que nous nous dirigions vers une nouvelle grande crise financière, probablement accélérée par ces tarifs douaniers. Mais s'il y a une crise du dollar et qu'on essaie de la résoudre en augmentant les taux d'intérêt, il deviendra impossible de rembourser la dette. Donc il semble simplement que nous nous acheminions vers une crise qui ne pourra pas vraiment être résolue. Nous avons un président. Vous m'avez déjà entendu le dire lorsque vous êtes venu dans mon émission, et je vous suis très reconnaissant à chaque fois que vous acceptez l'invitation, qui ne comprend pas les bases de l'économie. Il ne comprend pas l'économie élémentaire. Qu'un tarif douanier est une taxe de vente payée par le consommateur final. Et vous commencez à voir les prix augmenter dans ce pays, pas de façon radicale, ni spectaculaire, mais lentement et de manière généralisée. Et cela va continuer à augmenter. Cela atteindra probablement son pic d'ici 1 an. Que se passera-t-il dans 1 an? Les élections de mi-mandat, lors desquelles les démocrates espèrent reprendre le Congrès. Et s'ils y parviennent, ce sera parce que Donald Trump le leur aura offert sur un plateau d'argent. Au début, je lui ai accordé le bénéfice du doute concernant les tarifs douaniers, parce que j'ai toujours été un grand admirateur du système américain, Alexander Hamilton, Henry Clay. Et si l'on utilise ces tarifs limités pour donner un avantage concurrentiel au développement de l'industrie nationale, cela doit être une démarche stratégique, capable de rivaliser sur les marchés internationaux si elle bénéficie d'un peu d'aide grâce à des subventions et des tarifs temporaires. Mais là, c'est appliqué de façon générale, utilisé comme une arme politique. Je veux dire, ça va simplement répercuter le coût sur le consommateur, il me semble. Du point de vue constitutionnel, nous avons parlé de la Constitution il y a quelques minutes, un tarif douanier est une taxe. Seul le Congrès peut imposer une taxe. Cela a déjà été statué par un tribunal fédéral de première instance et une cour d'appel fédérale, je pense, confirmera cette décision très bientôt, littéralement très bientôt, car ils ont dit que leur décision serait rendue avant la fête du travail, c'est-à-dire dans 2 semaines à partir d'hier. Donc, cela pourrait aller jusqu'à la Cour suprême. J'ignore quelles seront les conséquences économiques si tous ces tarifs sont invalidés. Et le Congrès ne votera jamais pour des tarifs maintenant, car les républicains ont pris trop d'engagements personnels de ne jamais augmenter les impôts, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas quelle sera l'issue de tout cela, mais elle ne sera pas bonne. Et ce sera à cause de Trump. Je veux dire, c'est une chose que le Congrès impose un tarif pour les raisons que vous avez évoquées. Même si, au fond de moi, je suis un Randien, comme en référence à Ayn Rand, je ne crois pas à la régulation de l'économie par le gouvernement, mais l'économie n'est pas mon domaine. Mais c'est tout autre chose que le président impose des tarifs de son propre chef. Je veux dire, il a menacé d'imposer un tarif au Brésil parce qu'il n'aime pas la poursuite judiciaire contre l'ancien président du Brésil. Quel rapport avec l'économie américaine? Aucun. C'est assez extraordinaire, la façon dont il a gouverné un peu comme un roi, en utilisant ses tarifs douaniers, sans passer par le Congrès. Je voulais revenir un peu sur ces agences de renseignement, parce que lors de sa première administration, le sénateur Chuck Schumer avait averti Trump que la communauté du renseignement avait 6 façons différentes de se venger si on essayait de leur causer des problèmes. Je veux dire, cela aurait dû déclencher des signaux d'alarme quand des sénateurs de premier plan reconnaissaient que les agences de renseignement opèrent désormais plus ou moins de façon autonome. Mais Trump a-t-il fait quoi que ce soit pour riposter contre ceux qui se sont opposés à lui? Parce que Tulsi Gabbard, elle a commencé à publier certains dossiers sur l'affaire du Russia Gate. Et je pensais que les agences de renseignement étaient vraiment au cœur de cette affaire.
Y a-t-il eu de réelles conséquences? Si Trump avait voulu poursuivre les personnes qui s'en sont prises à lui, il aurait dû le faire lors de son premier mandat. Et il aurait fallu que son directeur du renseignement national de l'époque rende cela public. Ce que Tulsi Gabbard a révélé ne peut pas servir de base à une poursuite en justice à cause du temps écoulé, le délai de prescription. Et elle le savait. Donc, la révélation qu'elle a faite il y a 2 ou 3 semaines visait à écarter l'affaire Jeffrey Epstein de la une. Cela ne débouchera sur aucune législation. Et cela ne mènera certainement à aucune poursuite. Le délai de prescription est de 5 ans. Son prédécesseur, je ne me souviens même plus qui c'était, qui était le directeur du renseignement national lors du premier mandat de Trump, cette personne aurait dû tout divulguer. Donc, cela n'ira nulle part. Et quand Chuck Schumer a dit qu'il y a 6 façons différentes pour eux de t'avoir, il avait 100% raison. Parce qu'ils écoutent chaque appel téléphonique et chaque frappe de clavier, même celle que vous pensez avoir supprimée, d'ailleurs, sur chaque appareil mobile et chaque ordinateur du pays. Ils connaissent tous les secrets de tout le monde. Je veux dire, les Américains, en particulier ici où je vis à New York, sont les personnes les plus surveillées de la planète. Je pense qu'ici, c'est même pire qu'à Londres. Et tout le monde le prend pour acquis. On finit par l'oublier et on agit naturellement. Vous savez, l'effet Heisenberg. Une chose observée change à cause de la conscience d'être observée. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, on oublie l'observation. On ne change plus son comportement. On agit normalement. Et il vous attrape. Je veux dire feu le juge Antonin Scalia, un ami très cher durant les 10 dernières années de sa vie, m'a dit que la Cour suprême des États-Unis était surveillée par la NSA et que les membres de la Cour le savaient. Mon Dieu, s'ils peuvent espionner la Cour suprême des États-Unis, ils peuvent espionner le président. Et ils le font probablement. Mais où se trouvent réellement les principaux motifs pour que les agences de renseignement américaines espionnent la Cour suprême des États-Unis? Est-ce pour avoir quelque chose de compromettant sur eux, pour les contrôler, un peu comme une grande opération à la Epstein? C'est pour avoir un moyen de pression au cas où la Cour serait sur le point de faire quelque chose. Je veux dire par exemple, la Constitution garantit le droit à la vie privée concernant les personnes, les domiciles, les papiers et les effets personnels. Un jour, j'interrogeais le juge Scalia à l'époque où j'étais professeur de droit à la Brooklyn Law School. Il y avait 2500 personnes dans le public. Et j'ai dit, « Juge Scalia, dans cet appareil mobile se trouve une puce informatique. Est-ce une puce effet ?» Il a ri et a répondu, « Je ferais mieux de ne pas répondre à cette question car elle pourrait arriver devant la Cour. » Supposons que la Cour soit sur le point de déclarer qu'une puce informatique est un effet au sens de la terminologie de Madison lorsqu'il a rédigé le 4e amendement. Alors, toute forme d'espionnage serait illégale et ne pourrait être effectuée que sur la base d'un mandat de perquisition délivré par un juge fédéral sur la base de motifs raisonnables de crime. Je peux imaginer la communauté du renseignement utilisant tout moyen de pression dont elle dispose sur les membres de la Cour pour les empêcher de rendre une telle décision. Mais lorsqu'il y a d'importantes opérations de renseignement aux États-Unis, encore une fois, nous ne savons pas si Jeffrey Epstein était un espion du Mossad, mais supposons qu'il l'était. Quelle est la probabilité qu'il opère uniquement au nom d'Israël? N'y aurait-il pas un partenariat avec les États-Unis? Évidemment, nous entrons dans le domaine de la spéculation. Mais comment voyez-vous cela? Eh bien, notre ami commun Max Blumenthal avance un argument très solide selon lequel Epstein était un atout, pas un agent,
qu'il était sur la liste de paie, mais un atout payé de temps en temps par le Mossad. Et la CIA le savait et travaillait main dans la main avec le Mossad. Quel service Epstein a-t-il rendu au Mossad et à la CIA? Je l'ignore. Peut-être, encore une fois, s'agissait-il de dossiers compromettants, sur Bill Clinton, par exemple, dans le but de contrôler son comportement. Maintenant, je ne pense pas que Clinton ait eu quoi que ce soit à voir avec Epstein avant d'être à la Maison-Blanche. Donc, à quoi bon faire chanter Clinton s'il n'est plus en fonction? Et je n'ai jamais vu la soi-disant liste de clients, donc je ne sais pas qui y figure. Le Mossad est très doué pour utiliser le chantage, mais il n'est pas prodigue. Il ne va pas gaspiller son argent. Ils ne paieront Epstein que s'il peut leur fournir quelque chose. Donc, comment il a produit et ce qu'il a produit, je l'ignore. Ça pourrait ne rien donner. Il se pourrait aussi que des membres vivants ou décédés du Congrès aient été victimes de chantage par le Mossad pendant leurs années de mandat. Oui, ce serait vraiment énorme. Mais c'est une toute nouvelle révélation, car nous voyons maintenant quelles agences de renseignement sont possiblement impliquées. Vous avez mentionné plus tôt les dossiers JFK, et Trump vous a dit « Si vous saviez ce qu'il y a dedans, vous ne voudriez pas non plus qu'ils soient rendus publics. » Mais je croyais que certains de ces dossiers avaient été publiés maintenant. Eh bien, elles ont été expurgées. Je veux dire, un ancien directeur du renseignement national, pas Tulsi Gabbard, mais un de ses prédécesseurs, m'a dit qu'il avait vu le dossier JFK et qu'il n'y avait rien dedans. J'ai dit, comment peut-il n'y avoir rien? Il m'a répondu que les personnes qui en avaient la garde depuis 1963 avaient veillé à ce qu'il n'y ait rien. Et il n'y a rien depuis bien avant que Trump soit à la Maison-Blanche. Donc, quand ils ont publié les dossiers JFK, c'était complètement banal. Il n'y avait rien. donc nous n'avons rien appris de la publication, rien de significatif. Non. Vous savez, je ne suis pas un expert de l'assassinat de JFK, mais si je me souviens bien, il y avait certains mémos qui montraient une implication plus grande entre Lee Harvey Oswald et des responsables de la CIA que ce que l'on savait auparavant, mais aucune preuve irréfutable. Aucune instruction donnée à Oswald pour qu'il soit à Dealey Plaza à 13h le 22 novembre 1963. Aucune preuve irréfutable. November 22nd, 1963, no smoking gun. Ma dernière question est sans doute très large. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur la liberté aux États-Unis, compte tenu de ces excès constitutionnels et de l'État profond? Qu'est-ce qui menace la liberté? Eh bien, le Congrès refuse de faire son travail et il laisse le président, il cède son pouvoir au président. Cela porte atteinte à la liberté. En ce moment, il veut devenir le chef de la police de Washington, D.C., Chicago, Los Angeles et New York. Les tribunaux n'appliquent pas la Constitution telle qu'elle a été écrite. Le complexe militaro-industriel et le lobby sioniste exercent une emprise de fer sur le Congrès. Ainsi, le complexe militaro-industriel continue de bénéficier d'un budget annuel d'1 billion de dollars, ce qui est bien sûr absurde. C'est plus que les 10 pays suivants réunis, y compris la Russie et la Chine, bien entendu. L'absence de normes constitutionnelles, tout cela, et la dette. Toutes ces choses vont faire tomber le gouvernement américain, probablement la dette avant le reste. Donc, vous prédisez l'effondrement du gouvernement américain dans un avenir proche. L'effondrement du gouvernement fédéral et la désintégration des États-Unis en, je ne sais pas combien, une douzaine environ, de petites républiques. Donc, la désintégration des États-Unis également. Oui, parce qu'il ne pourra pas payer ses factures. Il ne pourra pas payer ses salaires. Personne ne voudra travailler pour lui. Personne ne voudra lui prêter de l'argent.
les personnes à qui il doit de l'argent n'auront pas de chance. Ce serait comme poursuivre la Confédération après la guerre de sécession parce que vous lui avez accordé un prêt. Les tribunaux fédéraux n'examineraient même pas ces plaintes. Désolé, juste une dernière question. Selon vous, qui ferait sécession en premier, le Texas, ou comment voyez-vous cette fragmentation? Eh bien, ce n'est que de la spéculation de ma part, mais ce serait régional et idéologique. La Nouvelle-Angleterre serait probablement sa propre petite république. Le Texas serait indépendant. La Géorgie, la Caroline du Sud et la Floride formeraient un ensemble. Je ne sais pas où. Mon État d'origine, le New Jersey, finirait probablement là où ira New York. Mais ce sont des choses qui arriveront probablement. Je veux dire, les gens se réveilleront et ils pourront toujours aller au supermarché, aller à l'église, aller travailler. Il n'y aura simplement plus de gouvernement fédéral. Est-ce que quelqu'un viendra prendre sa place? Qui sait? Juge Napolitano, je suis un grand admirateur, donc c'est vraiment un privilège pour moi que vous soyez venu sur ma chaîne. Merci beaucoup. L'admiration est réciproque et j'ai hâte de vous avoir avec moi plus tard cette semaine. Meu.